On a vraiment démarré dans la bistronomie, puis la gastronomie. L'hôtellerie, on a réussi à avoir quelques hôtels, mais principalement des boutiques hôtels où on a eu l'hôtel en 2013-2014. À son ouverture, on a eu l'hôtel Molitor à Paris. Mais encore une fois, on n'avait pas ouvert à l'époque le compte Accor parce qu'on va dire que c'était bien verrouillé par les acteurs en présence. Qui a dit que l'eau ne pouvait pas être un sujet passionnant? Qui a dit que l'eau ne pouvait pas participer à l'expérience client? Pas mon invité en tout cas. Prenez un verre d'eau et buvez du petit lait. Bonjour Thibault Lamarque. Bonjour. Ravi de t'accueillir sur le podcast. On commence par remercier Pauline Grumel, qui t'avait recommandé. Pauline, c'était l'épisode spécial podcaston. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, allez-y, la fondatrice d'Unisop, qui t'avait cité. Et donc, je suis ravi de pouvoir honorer la promesse faite à Pauline. Et bienvenue Thibault. Merci beaucoup Maxime. Écoute, moi ça fait longtemps que je te suis sur pas mal de sujets, Castaldi évidemment, ton podcast aussi. On aura l'occasion de revenir là-dessus, mais je veux bien que tu me racontes un petit peu et que tu nous racontes qui tu es, ton parcours, pour qu'on comprenne mieux aussi d'où tu viens. Je m'appelle Thibault Lamarque, j'ai 45 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants de 7 et 2 ans, presque 2 ans. Voilà, je suis le fondateur de Castaldi, qui est une entreprise que j'ai créée il y a 13 ans, avec l'idée de venir remplacer les bouteilles d'eau que tout le monde connaît, des grandes marques de Danone ou Nestlé. Mmh. Et avant ça, j'ai un parcours de financier. J'ai travaillé chez Veolia Environnement, qui est le plus gros producteur d'eau potable du monde. Et j'ai fait du M&A sur la zone Asie-Pacifique et puis de l'audit interne, donc du M&A, des fusions-acquisitions. Fusion-acquisition, j'allais dire, pour ceux qui sont pas sensibles à ça, qui connaissent pas le sujet. Et de l'audit interne, donc j'allais contrôler les acquisitions du groupe après, depuis Paris, pendant 3 ans, donc ça a duré à peu près 6 ans. Après, j'ai pris la direction financière d'une PME très engagée qui s'appelle Alter Eco, qui a lancé le bio et l'équitable dans les années 2000. Voilà, et puis Castaldi, c'était la suite logique de mon engagement, mais aussi de mon côté entrepreneur. J'ai toujours été finalement entrepreneur au fond de moi. Ouais, c'était un truc au fond de toi que tu as révélé, ou tu avais déjà fait plusieurs crash tests avant de lancer Castaldi? Non, alors j'ai eu plein d'idées de boîtes, mais c'était pas le bon moment, pas la bonne équipe, pas plein de choses. Et puis les planètes se sont alignées et j'ai lancé Castaldi. Excellent. Et j'imagine qu'il y avait une problématique ou un sujet auquel tu as voulu répondre au début, surtout vu le background Veolia et compagnie. C'est quoi un peu la genèse de cette création-là? Alors moi, j'étais vraiment sur une partie, faut imaginer, finance, finalement assez loin du terrain. C'est d'ailleurs peut-être sans doute pour ça que j'avais envie que j'ai travaillé chez Alter Eco et puis que j'ai après été lancé ma boîte. Veolia à l'époque, je sais plus quel était le chiffre d'affaires, mais c'était peut-être 20 milliards d'euros, donc j'étais très très loin de la vie, la vraie vie. Mais ce qui est certain, c'est que le sujet du plastique, le sujet de la qualité de l'eau, ça, j'ai visité des décharges, des centres de tri, enfin tous les métiers de Veolia finalement, que ce soit le déchet ou l'eau, et j'avais pu voir. En fait, il y a le recyclage, c'est bien, mais ça ne fonctionne pas correctement. Le recyclage, ça doit être la dernière roue du carrosse. Ça doit être la dernière chose à faire. La première chose, c'est la réduction. Voilà, j'étais un gros consommateur d'eau pétillante. Je générais donc des bouteilles en plastique que je mettais dans ma poubelle jaune. Et puis, à un moment donné, j'ai découvert SodaStream, qui est un petit siphon, enfin que tout le monde connaît, je pense, aujourd'hui. Oui. Je suis un grand consommateur de SodaStream d'ailleurs, donc je voudrais bien ton avis là-dessus. SodaStream, c'est une idée très simple, hein. Pour quelques dizaines d'euros, tu as une petite machine qui permet de gazéifier de l'eau. Donc, avec ou sans sirop, mais en tout cas, ça te permet de venir remplacer la bouteille en plastique. Et donc, moi, ça a réglé mon problème de bouteille en plastique. Je l'ai gardé dans un coin de ma tête. Et puis, quelques années plus tard, je me suis dit comment est-ce que je peux faire quelque chose de plus complet que SodaStream, avec de la filtration, avec du froid. Et c'est comme ça que j'ai démarré. C'est comme ça que j'ai démarré avec finalement
une machine qui permet d'embouteiller l'eau chez nos clients et de la servir plate ou pétillante, donc avec moins de logistique, un prix de revient au col moindre, et finalement beaucoup d'avantages. Mmh. Je suis hyper curieux, alors je pense que tu vas pas pouvoir rentrer dans toute la technicité, mais de comprendre un peu comment ça marche. En fait, quand moi j'ai découvert ton système, ça fait déjà, quelques années, je me suis dit: «C'est tellement bête que pourquoi personne n'y a pensé avant?» Est-ce qu'il y a un truc technologique ou, quelque chose de brillant auquel on n'aurait pas pensé? Parce que c'est plutôt la logistique. Quel était le challenge autour de ça? Bah, moi je dis souvent qu'on n'a pas inventé la fontaine à eau. La fontaine à eau, ça fait, 30 ou 40 ans que ça existe, mais avant Castaldi, c'était petit, noir, à côté des toilettes, en plastique, fabriqué en Chine. Ouais. Ça servait ni à remplir des gourdes, ni à remplir des bouteilles. Et donc moi, ce qui me faisait halluciner, c'est qu'il y avait des fontaines partout. On parle en France de plusieurs centaines de milliers de fontaines, mais des milliards de bouteilles à usage unique tous les ans. En France, sur le marché français, c'est 16 milliards de bouteilles à usage unique. Waouh! En Allemagne, c'est plus de 30 milliards. Et donc, la fontaine à eau n'avait pas réglé le problème de la bouteille d'eau, pour plein de raisons. La première, c'est que quand vous avez des fontaines à eau qui sont très peu qualitatives, très peu chères, fabriquées dans des pays où ça ne devrait pas être fabriqué, bah vous vous retrouvez avec des produits peu qualitatifs et avec une eau de mauvaise qualité. Et donc, du coup, ça fait pas le job, si vous voulez, puisque la bouteille d'eau, c'est une image de pureté. Alors, on pourra revenir un peu sur les derniers, Ouais. les quelques scandales là qui sont apparus il y a quelques semaines, mais globalement, les gens achètent des bouteilles d'eau pour le goût et ils achetaient aussi en pensant la pureté. Bon, Oui. et donc c'est ça qu'on est venu faire. On est venu finalement microfiltrer l'eau du robinet, donc retirer le goût du chlore, la rafraîchir et la servir plate ou pétillante, pour venir remplacer la bouteille avec un produit extrêmement design. Donc la fontaine, alors maintenant le design est iconique, mais ça fait plus de 10 ans qu'on a ce design qui a été dessiné par Helium Studio. Euh, donc le design est important. Les matières, on a choisi du verre, un métal laqué blanc, qui est très design, et à la fois très sobre. J'allais dire, c'est assez minimaliste. Je ne sais pas si tout le monde a en tête l'image, a déjà vu une fontaine. Il y en a en effet maintenant beaucoup dans les hôtels, moi, c'est là que je les vois. Il y a un côté très minimaliste, voilà, sobre élégant comme tu dis dans le design. Ben, si on veut que ça dure, si on veut que les choses durent dans le temps, on va pas sortir une nouvelle fontaine, Eh oui. tous les ans. Mmh. Ce qui peut parfois être d'ailleurs le cas chez certains de mes confrères. Donc, nous, on pense que, on inscrit, Castaldi s'inscrit dans le paysage pour très longtemps. On est là pour vraiment changer les choses en matière d'eau en bouteille, et d'accès à l'eau. Et donc, bah, il fallait quelque chose d'intemporel et qui est devenu iconique. Ouais. Hem, alors j'ai plein de questions, notamment autour justement de cette qualité. Comment est la qualité de l'eau qui sort de tes fontaines ou d'une fontaine de manière générale, par rapport à les eaux embouteillées dont tu parles? Moi, je veux bien ton avis d'expert aussi par rapport à ça. Alors c'est pas un podcast de santé, tu le sais bien, mais je pense que c'est aussi important pour, nos auditeurs qui sont des hôteliers de savoir ce qu'ils servent à leurs clients, à leurs employés, de comprendre un peu les subtilités. Alors j'ai écrit un livre que j'ai pas là, parce que j'avais pas prévu d'en parler, mais qui est sur le sujet justement, qui s'appelle «L'humanité a soif et les baleines, boivent la tasse». Je l'ai écrit, l'été dernier. Écoute, on le mettra en référence, donc c'est promis, il est partagé et je vais même t'annoncer un truc, bah, quand ton épisode sortira, normalement, je l'aurais dit, mais j'ai créé une bibliothèque, de mes invités. Donc en fait, j'ai référencé tous les livres qui ont été recommandés par mes invités sur les 4 dernières années. Il y a plus de 100 bouquins, avec, enfin, description, liens et cetera et qui sera mis en ligne sur mon site dans les jours à venir, donc je mettrai évidemment ton bouquin. Non, mais dans ce livre, là je parle pas de Castaldi, je parle moi de mon expérience depuis 20 ans chez Veolia, chez Alter Eco et chez Castaldi sur l'eau et sur cette ressource fragile. Ce qui est sûr, c'est que l'eau du robinet, pour plein de raisons, elle a eu souvent, assez mauvaise presse alors qu'elle est plutôt de bonne qualité. Elle est plutôt de bonne qualité, j'ai pas dit de bonne qualité tout le temps. Et puis l'eau en bouteille avait une image, de pureté originelle. Et là, ce qu'on découvre, bah, c'est que, malheureusement, les grandes marques d'eau ont besoin de filtrer, de mettre des UV, donc c'est une autre forme de filtre, sur les sources. Et que si on prend Vittel, on a trouvé,
du E. coli, donc c'est là une bactérie fécale, des pesticides, des métabolites de pesticides, des PFAS, les fameux polluants éternels. Et donc, alors, une fois que c'est filtré, vous arrivez, avec des bons filtres et une bonne qualité de filtre, on arrive à rendre l'eau de bonne qualité. Donc là, j'imagine que si on teste une vitelle, on ne trouvera pas grand-chose de tout ça. Mais normalement, elle aurait dû sortir propre de la source vitelle, ce qui n'est pas le cas. Voilà, Castali, nous, on vient finalement refiltrer l'eau du robinet pour lui retirer le goût du chlore. Il y a des abattements significatifs sur un certain nombre de polluants. Mais sachant que voilà, finalement, l'aliment le plus contrôlé en France, c'est l'eau du robinet. D'accord. Et entre Castali et une autre fontaine, si tu veux, pendant très longtemps, en fait, un filtre n'est pas égal à un autre filtre. En fonction du grammage de charbon, en fonction de la typologie du charbon, en fonction de la membrane, de la taille de la membrane, de la marque de la membrane, on a des résultats qui sont extrêmement différents. Moi, ma recommandation pour ceux qui nous écoutent, c'est dès que vous avez une marque qui vous dit je filtre 99,9% de tout, méfiez-vous et courez. Fuyez, et prenez-en un autre. Fou. Mais non, parce que là, souvent, vraiment, c'est des vendeurs je devrais pas dire de cravates, c'est des vendeurs de filtres qui racontent n'importe quoi. Et ça, c'est important de se le dire, c'est pas possible d'avoir une eau parfaitement pure. Ça n'existe pas. Ouais. En fait, c'est un peu loin de mon sujet, mais ça m'intéresse tellement que je vais quand même te poser toutes mes questions et peut-être enfin avoir mes réponses là. C'est par rapport Donc toi, tu te branches concrètement sur un réseau qui est le réseau français que tu dis qui est extrêmement contrôlé. Elle est bonne en termes de qualité et peut-être même de nutriments, l'eau qu'on a en France? Alors, il y a 2 questions dans ta question, mais en fait, l'eau du robinet, c'est une ressource qui est fragile et il faut imaginer qu'à chaque fois qu'un agriculteur, met des pesticides, fait des plantages de lisier, sur un champ, ça passe dans les nappes phréatiques qui vont se retrouver, dans les sources et donc dans l'eau du robinet. Donc il y a des sujets de qualité d'eau du robinet, là on parle beaucoup des PFAS en ce moment, les fameux polluants éternels. Ce qui est sûr, c'est qu'à titre personnel, et j'ai 2 enfants en bas âge, qui ont toujours bu soit de l'eau du robinet, soit de l'eau Castali, mais ils ne boivent pas d'eau en bouteille. J'ai jamais acheté de telle marque ou telle marque d'eau en bouteille, spécialement pour les enfants. Pourquoi? C'est que j'estime que finalement l'eau du robinet est quand même relativement bien contrôlée. Si elle est filtrée, elle est bien filtrée, parce qu'on peut ne pas bien filtrer. Si elle est bien filtrée, tant mieux, et c'est un plus. Mais de là à acheter une eau filtrée qui a été embouteillée dans du plastique, avec d'autres conséquences à la fois pour la santé, mais aussi pour l'environnement, Oui. Ça, on Quand marche tu sur dis la santé, tête. Donc, tu parles des microplastiques notamment? ouais, il y a des gros sujets de microplastiques en raison de la chaîne d'embouteillage, au moment avec le bouchon. Et puis il y a un sujet de migration du contenant vers le contenu. Donc Ah oui. un certain nombre de perturbateurs endocriniens qui vont passer du plastique à l'eau, et ça, en fait, vous savez jamais où a été stocké les bouteilles d'eau. Et donc si vous stockez la bouteille d'eau en plein soleil sur un parking, ce qui arrive malheureusement souvent, il y a des migrations quand même importantes. Ouais. Et qu'en est-il des bouteilles en verre vendues par toutes les marques que tu as citées? Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Enfin, l'eau consignée, l'eau en bouteille consignée, moi, je pense que ça devrait faire partie de l'équation, dans le futur. Enfin, pourquoi? Alors, ce qui est intéressant, c'est que le bilan carbone, je sais pas si tu as envie que je sois très technique, mais Alors moi, le bilan carbone, j'adore ces sujets, donc on peut y aller. Mes insiders, donc nos auditeurs, sont de plus en plus sensibilisés. On parle régulièrement de bilan carbone. On a des sujets RSE, et s'il faut, je les renvoie vers les épisodes concernés pour qu'ils se forment. Bon, donc si tu veux, la bouteille en verre consigné, elle a un bilan carbone qui est moins bon que celui d'une bouteille en PET, en plastique. Ouais. Et encore moins bon si c'est du RPET, qui est du PET recyclé. Bon, en réalité, il vaut mieux avoir une bouteille en verre consigné qu'une bouteille en PET ou PET recyclé. Pourquoi? Parce que le plastique a beaucoup d'autres effets que le simple réchauffement climatique. Et je pense que quand on regarde une solution, il faut la regarder dans son ensemble. D'ailleurs, chez Castali, on a réalisé une analyse de cycle de vie produit, donc avec un grand cabinet qui s'appelle Quantis, où on a analysé 16 critères, les 16 critères d'une analyse de cycle de vie produit,
Et ce qu'on a vu, c'est que sur les 16 critères, on était mieux que les bouteilles en plastique et mieux que les bouteilles en verre consigné. Alors, j'ai plein d'autres questions, je vais essayer de cibler. En effet, ça me va bien quand tu vas dans la technique, tant que c'est facilement compréhensible pour nos auditeurs. Le sujet, c'est de la vente aussi. À qui est-ce que tu vends Castelli? Moi, c'est vrai que je le connais grâce aux hôtels et aux restaurants. Est-ce que tu vends aux particuliers? Et quel est le prix de vente? Quel est ton business model finalement? Alors, l'hôtellerie et la restauration, c'est une petite partie de l'activité D'accord. qui est une activité qui est importante pour moi parce que je l'ai découvert. On a démarré par ça et qui était un secteur que je connaissais pas du tout. Alors moi, j'étais client des restaurants, client des hôtels avec Veolia quand je voyageais 15 jours par mois, donc j'avais un bilan carbone abominable. Mais donc je ne connaissais pas l'hôtellerie et la restauration de l'intérieur. Donc moi j'ai découvert ce secteur et là aujourd'hui on doit avoir à peu près 1300 ou 1500 hôtels et restaurants. D'accord. Plutôt premium, donc c'est du 4-5 étoiles, du restaurant étoilé. On a beaucoup de grands noms et on a la chance de travailler avec les plus grands chefs. J'ai vu que tu avais reçu Christophe Hay Oui. il y a quelques semaines ou quelques mois, je sais pas, mais Je t'ai vu chez Christophe Hay, je t'ai vu chez les hôtels de Solène Auréa Devise, donc chez Oco Hotels. ouais. Ça aussi, c'est des invités. J'essaie de penser à mes invités qui ont tes produits, mais je n'ai Le pas tout en Barn, tête. on est au Barn. Le J'ai vu que tu avais le Barn. Barn, qui est un lieu rigolo. Mm. Et donc si tu veux ça c'est des lieux qu'on adore, enfin moi que j'adore, qui nous forcent à être très exigeants parce que la restauration étoilée ou les hôtels multi-étoilés, c'est beaucoup d'exigences. Et ça nous a appris finalement à avoir un niveau de service extrêmement élevé, ce qui nous a permis après de décrocher un certain nombre de contrats avec LVMH, avec Kering, avec AXA, avec Microsoft, toutes ces grandes entreprises finalement qui nous permettent nous après de changer d'échelle. Hmm. Tu sais me dire en pourcentage l'hôtellerie-restauration, combien ça représente sur ton chiffre global? 20%. Ah oui. Donc c'est quand même, c'est pas la majorité, mais c'est quand même un beau morceau déjà. Ouais. Oui. Et pour finir, donc ouais, mais juste pour finir, donc on lance on aime bien les tests, les POC, Proof of Concept en Ouais. anglais. Et donc sur le B2C, ben, on teste en permanence des choses pour voir si on arrive à adapter le modèle au B2C. Ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où on essaye de fabriquer en France, la partie filtration est assemblée dans un ESAT. Donc on a 16 travailleurs en situation de handicap qui assemblent ce qu'on appelle le kit filtre. Et ben ça a un prix et c'est difficile de le répercuter en termes de B2C. Donc là, on a en ce moment un POC où on propose un petit osmoseur, donc on fait que de l'eau plate, où on vient retirer à peu près tout ce qu'il y a dans l'eau et la reminéraliser avec juste le bon niveau de minéraux. Et donc là, ça commence à partir. Donc ça, c'est une offre qui est accessible qu'en Île-de-France. Mais donc on fait un tout petit peu de B2C, mais c'est un POC. Pour les individus. Parce que je suis désolé, mais il faut quand même que je te pose cette question. Moi, je m'intéresse beaucoup à mon tout petit niveau, mais à la nutrition, notamment dans le cadre du sport. Et en effet, c'est un peu peut-être la critique que j'aurais à ces eaux du robinet par rapport à des eaux de source. Et encore, ça dépend de quelles eaux de source. La contenance, là, tu viens de parler de minéraux. Est-ce que c'est pas un peu ce qui manque dans une eau de robinet? Tu vas me corriger forcément, mais par rapport à une eau que tu pourrais trouver sourcée, est-ce que d'un point de vue nutriment, elle est aussi qualitative? Donc il y a 3 types d'eau. Il y a 3 qualifications pour l'eau. Il y a l'eau minérale. Donc l'eau minérale, c'est une source, un nom. Et donc là, les grands noms, je sais pas, c'est Badois, Volvic, Perrier, Evian. Et ça, c'est donc une source, un lieu de consommation avec, d'après l'Académie de médecine, des bienfaits pour la santé. Oui. C'est la définition du Code de santé publique là. Ensuite, il y a les eaux de source. Mais les gens confondent souvent l'eau minérale et l'eau de source. Parce que, effectivement, l'eau minérale vient d'une source. Oui. Si vous m'avez suivi, Ouais. je suis pas sûr. Non, mais t'as raison. Typiquement, je faisais pas la différence, donc j'apprends en même temps. Mais non, parce que, oui, et c'est pas moi qui l'ai inventé, et je le regrette parce que finalement, ça vient perturber la lecture que peut avoir le consommateur de l'eau. Et donc, l'eau de source, donc finalement, c'est un endroit où l'eau est naturellement potable. On n'a pas le droit de la traiter. Et
Et puis, par contre, il peut y avoir plusieurs sources avec un même nom. Ça, c'est typiquement le modèle cristalline. Cristalline, il y a une trentaine de sources. D'accord. Avec une minéralité, avec une minéralité qui va varier en fonction des sources, en fonction des saisons, etc. Ce que j'ai pas dit sur l'eau minérale, c'est que la minéralité est constante. Normalement, entre le 1er janvier et le 31 décembre, si le bicarbonate il est à X, il doit rester à X toute l'année. Ce qui n'est pas le cas des autres sources. Tu peux avoir de la cristalline et en fonction de la source et de la saison, avoir des niveaux de minéralité différents. Et c'est la même chose avec l'eau du robinet en réalité. En réalité, il y a des eaux du robinet qui sont extrêmement chargées. Et là, je peux te parler du nord de la France, de l'est de la France, du Massif central, et des eaux qui sont très douces et très peu chargées. La Bretagne, et ça va aussi changer en fonction des saisons. Donc la lecture, elle n'est pas aussi simple que ça. Mais ce que je peux te dire, c'est que ton apport en minéraux, il vient pas de l'eau que tu bois, mais de la nutrition. D'accord, ok, très bien. Bon, pareil, en effet, c'est pas un podcast de nutrition, mais comme les sujets m'intéressent, j'en profite, je prends quelques éléments de réponse qui peut-être intéressera d'autres auditeurs. Pour se refocaliser donc sur nos hôteliers, combien ça coûte aux hôtels et comment est-ce que tu factures Castelli? C'est un abonnement qui va dépendre pour le coup du nombre de fontaines. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un abonnement avec un prix constant qui comprend à la fois la fontaine, les maintenances, enfin l'installation, les maintenances, les éventuelles pannes, et tout ce qui va accompagner notre client pendant la durée de vie du contrat. Et c'est ça qui fait aujourd'hui, je pense, une qualité du service, parce qu'on est sans doute les plus chers sur le marché, parce qu'on a été copié, et on a aujourd'hui des concurrents, des petits, des moyens, des gros. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que le niveau de maintenance, la qualité du filtre, et on préfère perdre un prospect qui veut aller au moins cher, pour 10 ou 20 ou 30 euros par mois, plutôt que de baisser sur la qualité de l'eau de Castelli, parce que je suis persuadé que si on veut aller concurrencer les bouteilles, il faut jouer sur la qualité. Et ça, et je le regrette, c'est ce qu'un certain nombre de mes concurrents n'ont pas compris dans l'eau microfiltrée. Ouais, je comprends aussi d'ailleurs, c'est assez intéressant, c'est que là, on le voit de temps en temps, donc on s'est challengé sur des appels d'offres. Quand on compare quand on demande aux prospects de comparer les deux offres, ce qu'on voit souvent, c'est que en tout petit, en bas d'une page, le concurrent, il a écrit qu'il n'y avait qu'une seule maintenance par an ou un seul changement de filtre. Mais comment vous voulez avoir une qualité d'eau avec un seul changement de filtre par an? Ça n'existe pas. Ce serait quoi la fréquence alors pour changer un filtre? 3 ou 4 fois par an. 3 ou 4 fois par an. D'accord. Ouais, très clair. Après, on pourrait la changer plus. Le sujet, c'est le modèle économique. Mais plus on change le filtre, meilleure est la qualité d'eau. Ouais. Et tu distribues à des hôtels qui se trouvent uniquement en France pour le moment? France, Belgique, Suisse, Luxembourg. Okay. Du frontalier. Ouais, très bien. Comment les hôteliers, ils ont réagi? Je sais pas depuis combien d'années tu distribues dans les hôtels, mais comment est-ce qu'ils ont réagi au début quand tu es arrivé un peu avec tes grosses fontaines pour t'installer dans les établissements? Mes belles fontaines. Des belles fontaines, mais c'était pas gros sabots, j'essaie de faire des jeux de mots. Bah oui, je réussis pas toujours. Je l'avais. Écoute, ça a mis un peu de temps dans l'hôtellerie. On a vraiment démarré dans la bistronomie, puis la gastronomie. L'hôtellerie, on a réussi à avoir quelques hôtels, mais principalement des boutiques hôtels. On a eu l'hôtel en 2013-2014. À son ouverture, on a eu l'hôtel Molitor à Paris. Mais encore une fois, on n'avait pas ouvert à l'époque le compte accord parce qu'on va dire que c'était bien verrouillé par les acteurs en présence. Et dans l'hôtellerie a vraiment accéléré à partir du moment où finalement la bouteille plastique dans une chambre, c'est plus possible. Et où il y avait des remarques sur TripAdvisor, des remarques sur Google, et c'est ça qui nous a aidés en fait. C'est pas moi qui ai payé des gens pour remettre des remarques, hein. Ouais. Mais c'est hyper intéressant, c'est que c'est devenu des consos. Et donc les hôteliers nous ont dit comment on fait? Alors au début on leur a dit utilisez la fontaine que vous avez pour le restaurant. Et donc ils ont commencé à remplir. Donc là vous avez le Night qui remplissait les bouteilles. Et puis là, si on parlait de Solène de Vis tout à l'heure, la patronne de Oco Hotel. Aujourd'hui, dans les Oco, vous avez des fontaines Castelli à tous les étages. Oui.
Et c'est Et, ça le futur de l'hôtellerie. et tu Ça peux veut dire que choisir l'eau, eau plate, eau pétillante, ce qui est aussi sympa pour les gens comme toi et moi qui aimons l'eau pétillante. complètement. Mais c'est ça le futur de l'hôtellerie parce que finalement, ça vous permettra d'avoir une eau fraîche, plate, pétillante à n'importe quelle heure. Ce qui n'est pas le cas quand vous avez une bouteille sur le bureau où vous arrivez. Oui. Bah, en fonction de l'heure à laquelle elle a été déposée, elle sera sans doute plus fraîche. Complètement, ouais. Et donc, il t'a fallu, j'imagine, en effet, quelques années pour un peu creuser le marché. Le plus dur, c'est toujours pareil, hein, c'est les premiers, surtout chez les hôteliers. Mais une fois que les premiers sont convaincus, je pense qu'après, ça peut s'accélérer. Et peut-être, je ne sais pas comment est-ce que tu fais, mais moi, je t'ai vu dans des établissements. Je crois que je t'ai vu au Georges V, en tout cas dans leur restaurant Le Georges, où tu es installé, c'est ça? Écoute, en fait, dans les hôtels, on a la chance d'avoir des très beaux hôtels. Peut-être le point commun, au départ en tout cas, c'était l'engagement ou le souhait de faire différemment. Mmh. Donc là, dans les restaurants, on a le Monte Cristo, l'Abbaye des Vaux de Cernay, le Barnotel dont on parlait, les Roches Blanches à Cassis. Enfin, mais bon, on a la chance d'en avoir 1500 ou 1300, enfin 1300, Mmh. plus les restaurants. Il y a les hôtels-restaurants, mais donc en gros, plus de 1000, avec des choses assez exceptionnelles, assez différentes et souvent des novateurs. OK. Tu as commencé à parler un peu d'expérience client et de la vision que tu avais. Justement, comment est-ce que tu penses que, ton eau, Castelli même de manière générale, participe à, l'expérience client? Et peut-être si tu as voilà quelques autres exemples concrets? Quand je parlais de la bouteille en plastique qui n'est plus acceptée aujourd'hui par les clients, je pense que ça, c'était une première piste qui a fait qu'on est passé finalement de 1 ou 2 fontaines par hôtel à 15. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que quand on a les plus grands chefs étoilés en France, il n'y a aucune raison que demain on soit pas sur toutes les tables des restaurants. Il y a un endroit où on est systématiquement dans les hôtels, c'est la partie banquet séminaire. Oui. Euh, Parce que l'hôtelier, il voit tout de suite une sorte de marge brute garantie versus le prix de la bouteille. Mmh. Il y a deux éléments qui sont assez nouveaux et qui vont nous aider. Le premier, on l'a vu, il y avait eu des problèmes d'approvisionnement en verre pour un certain nombre de fournisseurs et donc des ruptures. Et ça, Castali, une fois que le client est client, il a plus de rupture. Mmh. Il peut remplir sa bouteille, il tourne en circuit fermé, Et oui. il lave ses bouteilles avec, comme ses verres et ses couverts, et donc il ne tombe pas en rupture. Ça sera d'ailleurs sans doute un des sujets des JO, là on verra un peu, mais je pense que nos clients seront très contents de nous avoir avec eux. Et puis le deuxième sujet, c'est ce sujet de qualité. Ça veut dire que quand on voit les sujets de qualité qui ont pu affecter des grandes sources, moi je me dis que finalement le travail qu'on fait depuis 13 ans, ou depuis 13 ans on est extrêmement sérieux, Mmh. très rigoureux, on ne lâche rien sur la qualité, et encore une fois, quand il y a un concurrent qui est beaucoup moins cher que nous, moi j'invite toujours le prospect à se poser les bonnes questions de pourquoi il est moins cher, quel est son projet, de regarder le nombre de maintenances, le nombre de filtres qui ont été changés, et souvent en fait ça marche tout seul. C'est-à-dire que les Bien clients, sûr. en fait ce qu'ils veulent, surtout dans du B2B, ce qu'on veut c'est une marque et puis le service qui va derrière. Absolument, ouais. C'est quoi aujourd'hui tes perspectives de développement pour Castelli? Surtout sur la partie hôtellerie? Donc là aujourd'hui on a mis, alors c'est intéressant, on a mis 11 ans à mettre 3000 fontaines Mmh. et on a mis 2 ans à mettre 3000 les 3000 suivantes. Trop drôle. Donc ça donne une idée un peu de l'accélération. Oui. Aujourd'hui, on a plus de 3000 clients. On doit être un peu plus de 100 collaborateurs. Ce qu'on voit, c'est que sur le marché de l'hôtellerie, voilà, ce que je te disais, c'est que il y a ces sujets de manque d'approvisionnement et puis ces sujets de qualité de l'eau en bouteille. Donc, je pense qu'on a vraiment un coup à jouer, mais toujours avec de la rigueur, de la constance et de la qualité. Donc, Mmh. on n'est pas parfait, mais en tout cas, on se remet en question régulièrement. Et puis avec cette attention aux détails, à l'impact, au fait nous on a un agrément ESUS, donc qui nous engage à faire les choses un peu différemment. On a inscrit dans nos statuts notre mission.
Et donc, Et vous êtes voilà. entreprise à mission aussi? Non, on est entreprise solidaire d'utilité sociale. C'est plus puissant qu'entreprise à mission puisqu'on est, en fait, c'est un agrément d'État D'accord, je délivré par connaissais le pas. préfet. Il y a quelques hôtels qui sont entreprises à mission, dont le groupe Oco Hotel. Et ça, je pense que c'est vraiment un super message pour le marché. Mmh. Euh, Moi, dans les entreprises à mission, il y avait un certain nombre de géants du plastique et je voulais pas me retrouver avec D'accord. eux. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi l'agrément ESUS. Ouais, très clair. Toujours dans cette expansion, géographiquement, j'imagine que tu vas être limité, alors pas en France, mais à partir du moment où tu changes de pays, tu es dépendant peut-être d'autres réseaux qui sont avec des qualités moindres que ce que nous, on peut avoir en France? Ça, il suffit de changer le filtre OK. et d'adapter le filtre. Donc, en fait, si tu veux, la filtration, c'est très facile de faire une eau de pas bonne qualité. Mmh. Euh, c'est aussi facile de faire une eau de qualité. Ça veut dire que en fixant un certain nombre de règles de qualité de la membrane, qualité du charbon, de fréquence de nettoyage, de maintenance, ça on sait faire. Mais donc il suffira d'adapter le filtre ou d'adapter le type de filtre en fonction de la qualité d'eau. Chez Veolia, enfin Suez ou les grands opérateurs d'eau, SOR, ils savent faire de l'eau potable avec de l'eau de mer. D'accord. Je savais pas du tout, tu vois? Donc, donc ça, on dessale l'eau de mer, on la reminéralise et ça fait de l'eau potable. Mmh. Ça a l'air tellement facile, en fait, quand on parle. Aujourd'hui, c'est quoi le frein? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas, 100 en, fontaine à eau et qu'on n'a pas arrêté le plastique à usage unique dans nos bouteilles d'eau? Bah, le plastique, c'est fantastique, comme Ouais. disait l'autre. En fait, c'est pas cher. Il a revu sa chanson, hein, depuis, mais Ouais, j'ai la nouvelle version aussi. Euh, Ils avaient pris une claque quand même dans le clip. Elmer Footbeat. Mais le, le plastique, c'est pas cher, c'est pratique. On peut en faire des formes sympas. Et finalement, s'il n'y avait pas le déchet, je pense que ce serait vraiment un contenant mmh, incroyable. Le déchet est le problème de santé humaine. Euh, et bah donc ça fait que ça donne beaucoup d'arguments. Ensuite, il y a un business model quand même qui s'est développé autour de la bouteille d'eau. Il faut imaginer qu'il y a 30 ans, il n'y avait pas de petit format de bouteille et qu'aujourd'hui, ça génère énormément de marge, bien sûr. à la fois sur la vente du contenant, de la bouteille d'eau et de l'eau, mais aussi après sur le déchet. Le déchet en lui-même prend de la valeur. Belle gourde. Et, de- Genre, et, je peux faire du placement de produits en même temps. Euh, et c'est en fait, il y a une telle création de valeur autour de la bouteille en plastique, que ça soit sur la bouteille la bouteille et l'eau en elle-même, en eux-mêmes, ou le déchet, que c'est difficile. Mais c'est là où, si tu veux, on a pris notre temps pour démarrer d'abord dans la restauration, on va dire indépendante, donc la bistronomie et la gastronomie. Et puis après dans l'hôtellerie, sur du banquet séminaire où on faisait faire gagner de l'argent. Euh, et dans la bistronomie, c'est intéressant, j'ai pas dit pourquoi ou la gastronomie, pourquoi on nous choisissait, c'est que c'est des chefs ou des établissements qui gagnent suffisamment leur vie avec ce qu'ils font, parce qu'ils font vraiment à manger. C'est pas des gens qui font un sous-vide qu'ils achètent chez Métro et qui vont vendre en plat du jour à 10 euros et qui vont faire plus de marge avec l'eau en bouteille, qui vont vendre 7 ou 8 euros. Mmh. Euh, donc c'est des gens qui peuvent facturer la Castali mais moins cher. Tu me demandais pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas il y avait pas des bouteilles, pourquoi la bouteille en plastique disparaissait pas. Ben, parce que la principale innovation des géants du secteur, ça a été la multiplication des petits formats pour multiplier les moments de consommation. Et que ces petits formats, on a du mal à les capturer, à Ouais. les capter et à les recycler. Et donc c'est pour ça qu'en 2022, on a fait plus 4% d'émissions de bouteilles. En plus, il y a eu la canicule, alors qu'on devrait être à moins 15% pour respecter les objectifs de la loi AGEC. Ouais. Ouais, c'est Donc la loi AGEC, c'est en 2030 passer de 16 milliards à 8 milliards. mmh, Et en 2040, fin du plastique à usage unique. c'est énorme. Donc Enfin, là, pour l'instant, enfin, on n'est pas sur la bonne trajectoire. Mais ce que je peux te dire, c'est que l'hôtellerie est quand même a fait des efforts importants. Le groupe Accor, avec l'arrivée de Brune Poisson,
Oui. a vraiment été métamorphosée, je la salue, a vraiment été métamorphosée sur sa gestion du plastique et sur l'usage du plastique à usage unique. Brune Poisson qui est ancienne ministre et qui s'occupe de la partie RSE. Elle a un titre assez long, je crois, chez Accor. Je sais plus si tu l'as en Bah, tête. je pense que c'est la seule personne que j'ai en exemple, en tout cas, qui a été d'un côté ministre et qui a fait une loi. Oui, Alors, je ne sais plus quel était son titre, mais elle était secrétaire d'État au développement c'est durable, ça. et donc elle était porteuse de la loi AGEC, une loi, une loi sur l'économie circulaire. Euh, c'est cette loi qui a mis comme objectif la fin du plastique à usage unique en 2040 et la division par 2 du nombre de bouteilles à 2030. Mm. Et ensuite, il s'est retrouvé à devoir le mettre en application dans un groupe avec des gros sujets des gros sujets plastiques. Donc, oui, je pense que c'est un exemple intéressant. Ouais, complètement. Écoute, je serais ravi de poursuivre la conversation avec elle, mais en effet, elle doit avoir beaucoup de choses à dire. Tu me fais la transition un peu toute faite justement entre l'hôtellerie et des sujets de RSE. On parle du groupe Accor qui est un bon exemple, hein, avec plus de 5000 hôtels. Comment et surtout penses-tu déjà que ce soit faisable d'avoir de la compatibilité entre le modèle hôtelier actuel et les enjeux planétaires? Tu parles de loi, typiquement, c'est un bon exemple. Est-ce que c'est compatible et si oui, comment? Alors ça, c'est une question Vous avez 2 heures. qui est pas qui est pas la plus facile. Euh, et je vais pas y répondre complètement. Mais en tout cas, moi, je donne quelques pistes. Et après, c'est à chacun de se faire une religion. Euh, D'abord, je pense que la RSE, la responsabilité sociale et environnementale, elle a été intégrée assez tôt dans les hôtels. Et donc, que ça soit sur les goodies, enfin les gratuités, les shampoings, les fameuses bouteilles d'eau, etc., les serviettes que on lave tous les 2 jours, tous les 3 jours. Ça, je pense que tout ça, c'est une première partie, un premier package. On pourrait rajouter là-dedans aussi la qualité de la restauration locale, de saison, bio, etc. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est l'exploitation de l'hôtel. Et là, qui n'est pas tellement liée à l'hôtelier, mais qui est liée au promoteur qui a construit l'hôtel. Mais en fonction de la façon dont vous isolez vos chambres, dont vous gérez votre réseau de chaleur, vos panneaux solaires, enfin, etc., etc., vous avez des impacts qui sont extrêmement différents au niveau du bilan carbone de l'hôtel. Et puis le troisième sujet, si on élargit le scope 3, le périmètre, enfin si on fait un périmètre plus grand, et ben là on peut parler du transport des voyageurs. Et de plus avoir de paille en plastique, c'est bien, mais si les gens viennent en jet de New York Oui. ou de Sao Paulo, et là il n'y a pas très longtemps en France, j'ai eu ce cas de figure où il n'y avait pas de paille en plastique, ce qui est une obligation de la loi, mais les clients venaient pour quelques jours faire du ski de New York ou de Sao Paulo. Et c'est là où je pense qu'il y aura une difficulté, et j'ai pas la solution, mais il y aura une difficulté parce que c'est le temps long, si tu veux. Bien sûr, et comprendre les Et ordres de grandeur. exactement. Ouais, je sors cet exemple parce qu'il est d'actualité aussi, mais Festival de Cannes où on a mis en avant le tapis, tu sais, qui a été fait de manière recyclée, donc les stars marchent sur un tapis recyclé, mais à plus de 80% viennent en jet privé jusqu'à ce fameux tapis. Donc il y a en effet quelques paradoxes. Ben, c'est pour ça que bon, déjà, ce qui est intéressant, c'est de voir l'impact global de l'industrie et pour pouvoir relativiser. Mais oui, c'est des gros enjeux. Et moi, j'ai pas la réponse. Moi, ce qui est sûr, c'est que je fais ma part, comme dirait le petit colibri. Pierre Rabhi. Euh, je fais ma part avec Castelli, avec une eau de qualité, décarbonée et déplastifiée. Ouais, tout à fait. C'est intéressant avoir la vision globale et de ramener aussi à soi comment est-ce qu'on peut avoir un impact en tant qu'individu et dans ton cas en tant qu'entreprise. Comment est-ce que tu peux encore plus avancer dans le sens. Et toi, pour le coup, ta solution, elle apporte une réponse très concrète et applicable à grande échelle en plus. C'est ça qui est intéressant. Euh, tu as
peut-être des conseils, si possible actionnables pour un hôtelier, enfin pour un hôtel-restaurant à mettre en place, si vous voulez justement limiter son impact sur la planète? Tu as déjà donné quelques pistes de réflexion avec le bâtiment et cetera, mais peut-être des choses très actionnables? Ben, là, si tu prends le label écotable, je sais pas si tu Oui, les je as. les ai jamais Bon, reçus, mais je suis le label écotable, ouais. é écoute, ça me paraît être une très bonne idée de les recevoir. Écotable, si tu veux, sur toute la partie, alimentation, ils sont extrêmement rigoureux, et ils permettent, à un hôtelier qui a un restaurant ou des petits déjeuners, de faire des produits de qualité qui s'inscrivent dans une démarche, locale, durable, de saison et ça, je pense que c'est la base. Parce qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que je pense que, toi, de donner des conseils comme ça, c'est déjà un petit peu, c'est déjà, enfin, ça a déjà été intégré, moi, je pense, la mécanique de l'hôtellerie. Le sujet, par contre, du bâti, ça, c'est un autre sujet qui est plus important, hein. Mais moi, là, je peux juste dire ce que j'ai constaté. Bon, je connais quand même pas mal d'hôteliers, je connais des investisseurs d'hôteliers. Donc j'ai participé à des tables rondes sur le sujet. Et ce que j'ai vu, c'est que parfois il y avait un désalignement d'intérêts entre le promoteur et l'exploitant. Et donc moi, la question que je pose, mais là c'est une question que je pose, c'est comment est-ce qu'on fait pour aligner l'intérêt du promoteur et de l'exploitant. Et sans doute que c'est la loi, hein, qui doit aligner les deux. Mmh. Et ensuite sur le transport, là, encore une fois, j'ai pas de solution. Peut-être que on doit aller, en tout cas c'est ce que j'essaye de faire moi à titre personnel, dans un tourisme plus local, avec moins d'avions, Ouais. pas d'avions. Voilà. Ouais. J'ai pas beaucoup d'autres pistes que ça. Non, mais je suis comme toi, Il y a je un élément intéressant, si tu veux, c'est par exemple sur l'usage de la viande, mais on le voit, hein, sur les chefs. Aujourd'hui, la viande a quand même beaucoup reculé. Donc, il y a beaucoup de chefs qui sont pas des chefs végétariens, mais qui vont mettre d'abord en avant le légume, enfin, le travail de la protéine végétale, plutôt que celui de la protéine animale. Ça, je pense que c'est un combat qui est pas encore gagné et qui est intéressant à faire. C'est qu'à Salis, tu viens un jour dans une réception, là on part en séminaire, un cocktail où tu auras jamais de viande. ah oui. D'accord, je pense que, par rapport à l'hôtelier, en effet, c'est un vaste sujet, mais il y a plein de choses. Alors oui, tu pourras pas changer la façon dont tes clients, viennent à toi s'ils veulent venir en avion. Néanmoins, bah, tu as des groupes comme Moco qui prennent des décisions très engagées de pas s'implanter autour des aéroports pour aussi pas inciter les clients à venir comme ça. Tu peux, travailler sur ton bâtiment quand tu as la chance de le construire ou de le rénover. Tu peux travailler sur tes fournisseurs, d'aliments et choisir ce que tu mets dans l'assiette. Donc en effet, il y a plein d'actions qui ont un impact. Tu peux, décider de travailler sur ton eau, et la filtrer à travers une fontaine. Donc i ce que certes, ni toi ni moi on a de bonnes réponses, en tout cas de réponses parfaites. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a plein de choses à mettre en place en fonction de, ses ressources, de ses connaissances aussi et il est peut-être plutôt là le sujet, j'ai l'impression, en tout cas à mon niveau, qui se aussi beaucoup dans les hôtels. C'est une thématique aussi d'éducation, de sensibilisation, où toi tu dis que tu as l'impression que les basiques sont acquis. Moi, parfois, j'ai l'impression que les basiques ne sont pas encore acquis et qu'il y a un travail de montée en niveau, à ce niveau-là, enfin, sur cet état-là. Bon, bah, donc ça, tu fais bien de le répéter alors, mais ce qui est sûr, c'est que, il y a à la fois un besoin de qualité et puis il y a aussi la notion du portefeuille. Donc, c'est toujours, un chemin, moi, je pense qu'aussi il faut éduquer les clients à avoir moins mais mieux. Mmh. Alors, c'est sûr que ça paraît contradictoire par rapport à l'expérience de l'hôtel qu'on a envie d'avoir, où justement, quand tu es un client, que tu vas aller Ouais. tu te fais un petit L'opulence craquage à dans gogo. un bel hôtel, tu es dans l'opulence à gogo. Mais moi, ma perception, c'est que, on va pas vers un avenir d'opulence à gogo et qu'il y a des choses à faire et des choses à faire pour aider les clients, dans cette nouvelle forme de sobriété. Et encore une fois, il vaut mieux, décider de la sobriété, en profiter, en jouir, plutôt que de la subir. Mmh. Complètement. Et ça, c'est qu'une question de volonté. Ouais. Hyper intéressant pour, conclure un peu sur ce sujet-là. Je te propose que, on avance et qu'on passe à mon petit jeu, que j'appelle mots-clés contre bénéfices.
Je te donne les règles, tu nous partages un mot-clé qui, s'il est utilisé par mes auditeurs, ça peut être sur Spotify, sur Apple Podcast ou même sur YouTube, puisque cet épisode sera aussi en vidéo. Ils obtiennent un bénéfice de ton choix et la parole est à toi. Eh ben, écoute, je vais prendre Insiders. T'aurais pu prendre Euh, Castali, mais j'apprécie Insiders, merci. on va prendre Insiders et peut-être donc ce que je comprends, c'est qu'il y a des hôteliers qui nous écoutent, donc peut-être s'ils connaissent pas encore Cassadie, je les invite à nous contacter et puis on pourrait offrir 2 mois de loyer sur un contrat Castaldi pour leur faire découvrir. Voilà, je pense que c'est un beau cadeau. Ouais, c'est un très beau cadeau. Et je suis d'autant plus content de te lier à ça avec le mot-clé Insiders. Merci pour ça, en tout cas. Je te propose d'avancer vers ma série de questions signatures que tu retrouveras sur tous mes épisodes. On va parler de toi, on va reparler de toi. Et si tu pouvais voyager dans le temps, si tu pouvais revenir en arrière à n'importe quel moment de ta vie, mais peut-être au début de ta carrière, est-ce que tu ferais quelque chose différemment? Et bien sûr, si oui, qu'est-ce que ce serait? Je sais pas trop si tu veux. En fait, finalement, aujourd'hui, je suis quand même content. Je sais pas si c'est trop facile de dire j'ai envie de changer ça ou ça à tel moment. Euh, donc, si on parle de Castaldi, peut-être que parfois, ce qui m'a fait le plus mal, c'est de me tromper dans des recrutements, de donner ma confiance et Ah oui. peut-être que trop vite, trop tôt, et donc j'ai pu être déçu. Donc ça, j'ai fait beaucoup de conneries. J'ai fait beaucoup de conneries comme tous les entrepreneurs, hein. Enfin, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais globalement, si tu veux, je pense qu'on est à une bonne étape de la boîte, de ma carrière. On a beaucoup de choses devant nous et il y a beaucoup de travail pour aller taper les dizaines de milliards de bouteilles qui existent en Europe. Ouais. Je parle pas du monde, tu vois. On va rester modeste au niveau européen, mais je pense que c'est déjà une belle mission. Et donc, non, si c'était à refaire, bah, je pense que j'essaierais de pas faire toutes les. Peut-être que si je pouvais aller me voir il y a 20 ans, j'essaierais d'expliquer quelques gamelles que je prends sur tel ou tel sujet en disant attends, si tu veux que ça fasse un peu moins mal, Mmh. prépare-toi, Ouais, c'est prépare-toi à intéressant. la gamelle. C'est intéressant. J'avais un peu ciblé les thématiques parce qu'on peut pas tout aborder, mais c'est vrai qu'avec toi, on pourrait creuser l'entrepreneuriat, le management et beaucoup d'autres sujets qui, moi, m'animent énormément. Je suis sûr que tu aurais beaucoup à apprendre là-dedans. Tout à l'heure, tu nous as cité ton livre, et évidemment, je le mettrai dans les recommandations, mais si tu avais peut-être une autre recommandation de lecture pour nos insiders, quelle serait-elle? Écoute, donc j'ai des périodes de lecture, c'est pas tous les jours, mais par contre quand je commence à lire, je deviens un peu boulimique. Là, il y a quelques mois, j'ai lu un bouquin que j'ai adoré. Là, je suis dans un autre bouquin, mais je pense que c'est pas le bon canal pour en parler, mais j'ai adoré Humus de Gaspard Koenig. D'accord. Je sais pas si tu l'as lu, mais Non. c'est un peu l'histoire de la Startup Nation verte, vue par ce philosophe, mais donc c'est un roman, hein. Et ce que j'ai adoré, c'est que finalement, je me suis retrouvé avec Castali dans cette startup là qui est dans le ver de terre. Mais voilà, je pense que c'est vraiment un bouquin à lire. D'abord, Gaspard Koenig écrit magnifiquement bien, ça se dévore. Et puis cette Startup Nation, la croissance verte, etc. Enfin, je pense que ça questionne beaucoup de choses. Et en tout cas, moi, j'ai trouvé qu'il a bien résonné, en moi. Très bien, ce sera partagé. Tu as peut-être une citation favorite ou un mantra que tu aimes te répéter? Euh, Pas vraiment. Je suis pas très mantra, mais il y en a une peut-être que je trouve intéressante par rapport au secteur de l'hôtellerie. C'est les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent au mieux au changement. C'est Darwin. Mmh. Et ça, pourquoi je trouve que c'est intéressant, c'est que effectivement l'humanité est en perpétuelle évolution. On a l'impression qu'il y a une certaine constance, mais en réalité, à Mmh. l'échelle du temps, il y a pas de constance. En tout cas, c'est il y a des temps. Le temps humain, il y a une constance, mais si tu prends le temps géologique, il y a quand même des grosses variations. Et je pense que c'est ça qu'on doit aussi s'apprendre, on doit aussi apprendre à évoluer, à changer, à nous adapter. Euh,
pour affronter les challenges futurs. Et je pense que la transition écologique, moi sur le réchauffement climatique, je suis pas. Enfin, on a des sujets énormes et il faut les adresser, ça c'est certain. On n'a pas commencé à les adresser correctement, mais il y a des choses qui me font plus peur, comme par exemple toute la chimie qu'on met dans nos sols, toute la chimie qu'on met dans notre eau, dans nos aliments, dans notre air. Et ça, effectivement, le réchauffement climatique, je suis pas inquiet sur le fait qu'on arrive à s'adapter. Sur la chimie, elle nous adapte pas, elle nous tue. Donc c'est pas la même chose. Ouais, c'est hyper intéressant. Tu nous as partagé quelques recommandations d'invités passionnantes. Tu as le droit de les utiliser ici, bien sûr. Mais qui aimerais-tu voir et entendre sur Hospitality Insiders? Bah, plein de gens. Donc, mais je vais. Alors, t'en as déjà invité certains. Mais je pense à un ami qui est architecte, qui s'appelle Michael Malapert, qui signe des lieux absolument magnifiques. C'est lui qui a fait le Renaissance Bordeaux, notamment. Mais pas que. Ouais. Et je pense que c'est quelqu'un qui a et plus qu'un twist d'ailleurs, un talent qui permet de refaire vue des lieux. Là, je pense à Station F, qui était quand même un lieu très triste avant qu'il donne sa patte. Mais il y a tellement de lieux magiques. Donc voilà, je t'invite à inviter Michael Malapert. Je te réponds sans trop spoiler, mais on a déjà été en contact pas mal avec Michael. Et quand je me suis installé à Bordeaux, je lui ai proposé qu'on enregistre au Renaissance à le moment où il travaillait dessus. Et ça s'est jamais fait pour des questions de timing. Mais là, tu vois, tu viens de relancer ça et de faire passer son nom au haut de la liste. Donc, qui sait, peut-être qu'on aura enfin cet épisode-là avec plaisir. Et si tu nous remets en relation, je veux bien. Et Brune Poisson, cela dit, si tu l'as en contact, je ne dis pas non, on lui fait coucou pour continuer cette conversation-là. Et Brune Poisson, très bon invité aussi. Quel est le meilleur moyen de te contacter si on veut échanger avec toi? Et c'est peut-être le moment de parler de ton podcast, qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, mais je voulais quand même le mettre en avant parce que personnellement, je l'écoute et il est évidemment hyper intéressant. Alors effectivement, le podcast, ça me prend. Donc j'ai mon activité d'entrepreneur chez Castali. Le podcast, c'est une petite partie, mais c'est une partie de mon temps où j'invite des acteurs du changement tous les 15 jours. Alors de temps en temps dans l'hôtellerie, mais dans tous les secteurs d'activité. Et voilà, je trouve ça. En tout cas, moi, je passe un moment toujours rafraîchissant, inspirant avec mes invités. Donc ça s'appelle La Relève, est disponible sur toutes les plateformes. Et pour me contacter, je suis sur LinkedIn, donc Thibault Lamarque, Thibault AULT. Et puis, et peut-être le plus simple, parce que sur LinkedIn parfois j'ai du mal à gérer les messages, mais donc mon email, c'est Thibault THIBAULT @castali.com, CASTALIE.com. Je réponds toujours aux messages. Ça peut être parfois un peu long, alors que sur LinkedIn il n'y a aucune garantie. Je le dis tout de suite. Comme ça, c'est dit. mais sur mon email, je réponds toujours aux messages. Ouais, c'est parfait. Merci pour tout ça, Thibault. Ça va être le moment de clôturer avec le mot de la fin. C'est la seule fois de l'épisode où je ne rebondirai pas sur ce que tu diras. Si tu avais un tout dernier message à faire passer à nos insiders, quel serait-il? Moi, je pense que l'hôtellerie est un formidable outil au service à la fois du réchauffement climatique, mais de tous les changements environnementaux dont on a parlé, parce que finalement, c'est les endroits où vous pouvez inspirer les consommateurs. Et souvent, ce qu'on voit d'ailleurs, c'est que les chefs, les hôteliers, c'est pas tout à fait les mêmes, c'est pas le même métier du tout, mais par contre, c'est les hôteliers et les restaurateurs sont des gens qui sentent les signaux faibles de la société. C'est comme les entrepreneurs. En fait, c'est pas très différent d'entrepreneurs. On sent les signaux faibles. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a un paquet de signaux faibles qui nous disent qu'on doit changer. Il va falloir que vous arriviez à faire rêver vos clients en prenant en compte ces contraintes environnementales. Et je pense que c'est des sujets qui s'ouvrent devant nous, qui sont absolument passionnants. Et si je peux vous aider dans votre mission pour votre hôtel, vos chaînes d'hôtels, vos restaurants, sachez que je serais ravi de le faire. Voilà.